Bernard Werber, bonjour. Vous Bonjour. publiez un nouveau roman qui a pour titre Le Sixième Sommeil aux éditions Albin Michel. Comme d'habitude, je serais tenté de dire, c'est votre 21e roman. Oui. Alors, vous avez vendu 30 millions de livres dans le monde. Il faut dire que vous aviez bien commencé parce que votre premier livre, c'était Les Fourmis, qui s'était vendu à l'époque en France, il y a de ça une petite vingtaine d'années, à environ 1,5 million d'exemplaires et qui continue d'ailleurs toujours à se vendre, comme les autres titres que vous avez publiés. Au départ, vous étiez journaliste scientifique et puis vous êtes venu au roman. Et vous en aviez marre de la science au jour le jour pour les hebdomadaires pour lesquels vous travaillez. Oh, je trouvais que faire 4 pages sur un sujet, c'était un espace un peu étroit. L'avantage du roman, c'est qu'on peut faire 400 pages sur le même sujet. J'avais d'ailleurs déjà écrit un article sur le sommeil des onironautes quand j'étais journaliste scientifique. Et pour moi, le sixième sommeil, c'est quelque part le développement de cet article que j'avais écrit précisément, alors là, bien avant le début de ma carrière, dans les années 80. Alors on va venir maintenant à ce livre qui raconte l'histoire d'un homme qui se retrouve qui est le même, mais il va se voir à plusieurs années de distance. Oui, il va avoir la surprise, tout d'un coup, de découvrir un vieil homme dans un de ses rêves. Et ce vieil homme, c'est lui-même dans 20 ans. Et ce vieil homme va lui donner des conseils pour réussir sa vie. C'est comme si on pouvait, nous tous, rencontrer en rêve la personne qui va nous aider. Cette personne, c'est nous, donc, qui a le plus intérêt à nous aider. C'est une réconciliation avec le vieillard qu'on va devenir et en même temps avec l'enfant qu'on a été. Et lui, il le vit. Donc Jacques Klein va vivre dans ses rêves en permanence cette possibilité de se reconnecter à l'enfant et au vieillard. Qui est cet homme ? Jacques Klein, c'est d'abord quelqu'un qui a du mal à dormir. C'est un insomniaque. Il a cherché... Comme vous, c'est pour ça que le livre est arrivé et que... J'ai été insomniaque, maintenant vous ça va avez décidé mieux. d'écrire ce livre ? J'étais insomniaque, maintenant ça va mieux. Peut-être que je me soigne en écrivant des livres. Chaque fois que j'ai un petit problème de santé, je me dis, tiens, je vais faire un livre pour étudier mon problème scientifiquement et voir quelles sont les solutions. Là, c'est vrai, je dois reconnaître qu'il y a eu un moment où je restais le soir, j'ouvrais grand les yeux, je regardais la petite tache là-haut sur le plafond et je regardais le temps qui passait. Et je me disais, bon, il doit y avoir une manière de maîtriser ça. Et donc, j'ai essayé de voir qu'est-ce qu'il existait. Et précisément, dans le domaine du sommeil, il y a des études extraordinaires qui sont faites actuellement. On sait qu'il y a 5 stades et que c'est comme une descente, une plongée sous-marine. On descend le premier stade, deuxième stade, troisième stade, quatrième stade. Au 5e stade, on a le sommeil paradoxal, qui est le moment où on est en paralysé, notre corps est paralysé, et en même temps notre cerveau est en suractivité. C'est là où on commence à faire les grands rêves d'envol et les grands rêves de réussite. Et moi, j'ai imaginé qu'il existait encore un stade supérieur qui soit le 6e stade du sommeil, le 6e sommeil. Oui, le 6e sommeil. On passe beaucoup de temps à dormir, quand même. Un tiers de notre vie. C'est-à-dire que si on vit 100 ans, on va passer 33 années dans notre lit, les yeux fermés, sur un temps qui est considéré souvent comme un temps de récupération ou un temps perdu, alors qu'en fait, c'est un temps très précieux. Ça sert à quoi, Bernard Werber, de dormir autant ? Alors déjà, dormir, ça nous permet de nous reconnecter à notre inconscient. Ensuite, ça nous permet de nous déconditionner de tout ce qu'on veut nous faire croire dans la journée. Donc, je dirais, c'est ce qui nous permet de ne pas devenir fou, de ne pas devenir con et de ne pas devenir influençable. Donc, le sommeil est vraiment indispensable. Mais le sommeil, c'est aussi le moment où notre cerveau va, vous savez, comme l'ordinateur, il va se rebooter, c'est-à-dire qu'il va tout ranger proprement. Et il va nous envoyer... Il va classer les fichiers. Il va classer les fichiers et il va nous envoyer 5 petits films, 5 rêves. Et ces 5 rêves sont sous forme onirique, sous forme de symbolique, sont des solutions à nos vrais problèmes. Vous dites 5, c'est toujours 5 et il envoie toujours 5 rêves ? En moyenne, ces 5 rêves, c'est parce qu'on a des cycles de 90 minutes et au bout de 90 minutes, on fait 10 minutes de rêve. Donc on a 90 minutes, 10 minutes, 90 minutes, 10 minutes. Ça se reproduit 5 fois sur un sommeil de 8 heures qui est un sommeil idéal. Et à ce moment-là, quand on se réveille, les problèmes sont réglés. On peut se remettre en route comme l'ordinateur qu'on a éteint la veille et qui repart de bon pied dès qu'on le remet en marche le lendemain. Déjà, on a récupéré probablement de l'énergie.
ensuite on a reçu ce petit message inconscient, mais l'idéal, c'est de se rappeler de ses rêves, de les noter et d'essayer de les comprendre. Ça, c'est encore une technique. Peut-être qu'on apprendra un jour à l'école aux enfants à dormir, on leur apprendra à rêver, on leur apprendra à interpréter leurs propres rêves, parce que je ne crois pas du tout, par contre, au dictionnaire de rêves. Je ne crois pas qu'il y a pour tout le monde la même explication pour tous les rêves. Votre héros a une maman qui aime, qui s'intéresse aux rêves et au sommeil. Il a comme maman la spécialiste, la grande spécialiste du sommeil en France. Enfin, c'est le thème du roman. Mais Caroline. Caroline Klein, mais qui a une raison d'être une spécialiste, puisqu'elle en souffre elle-même. Elle est somnambule et l'enfant Jacqueline va voir sa mère à un moment descendre pour manger en cuisine, puis commencer à marcher sur les toits. Et ça a l'air complètement délirant, mais il y a quand même 17% de la population française qui souffre de somnambulisme. Et c'est un mal caché, c'est du fantastique caché, parce qu'on ne sait pas quoi en penser. Mais le chiffre est énorme, 17%. 17%? Oui, oui. Ça veut dire qu'il y a... Mais 17% se lèvent au milieu de la nuit et vont dans leur réfrigérateur? Alors, il y en a qui se lèvent juste pour faire un petit quelques pas et s'endorment. Il y en a qui sortent... Non, il n'y a pas 17% des personnes qui sortent dehors. Mais par contre, il y a 17% des personnes qui se lèvent, qui font quelque chose et qui ne s'en souviennent pas au réveil. Par exemple, il y a depuis peu, on a découvert une maladie qui s'appelle la boulimie somnambulique, qui consiste à se lever, aller manger et revenir. Et ces personnes-là, souvent, disent « je ne mange pas, je ne comprends pas, je continue de grossir ». Et l'explication, c'est qu'ils sont somnambules. De même, il y a une récente étude qui a montré que une personne sur 10 s'est déjà endormie au volant. Donc ça veut dire quand vous roulez sur l'autoroute, il y a peut-être des gens qui, à côté de vous, parce qu'ils gèrent mal leur sommeil, ont des somnolences, voire se sont endormis. Alors, en tout cas, petit à petit, votre personnage va essayer de mettre en scène ses rêves. Alors, c'est possible ça? Alors, le rêve lucide est une technique qui a été découverte, qui a été mise au point. Oui, c'est possible. Alors, si on veut pratiquer le rêve lucide, je peux vous expliquer comment on fait. Il faut déjà, juste avant de se coucher, regarder ses mains. Et on ferme les yeux et on continue de visualiser ses mains par l'imaginaire. Vous l'avez fait? Oui, j'ai déjà fait. Ça marche? Alors, des rêves lucides, j'en ai fait 2. Dont je me souviens très bien. Le premier, c'était un rêve d'envol dans lequel je me suis dit, tiens, je suis en train de rêver, prenons la maîtrise du rêve. J'ai déployé mes bras et il m'est poussé des sortes d'ailes de chauve-souris et je me suis mis à planer au-dessus de la scène. En fait, vous êtes un romancier, je ne vous crois pas. Ça, c'est le premier rêve. L'autre est encore plus rigolo. J'étais entouré de gens et je leur dis, vous allez voir, je sais faire un tour magique extraordinaire. Je sais disparaître à volonté. Alors les autres disent, ah, on ne te croit pas. Vous ne me croyez pas? Eh bien, regardez-moi. J'ai fait 1, 2, 3. Et dans mon rêve, j'ai fermé les yeux. Et dans le réel, j'ai ouvert les yeux. Et puis après, j'ai refermé les yeux. Je suis apparu. Et tous, ils étaient impressionnés. Fait, vous voyez, je sais disparaître. Oui, enfin, vous étiez malgré tout toujours là. Alors, il y a même quelque chose de plus extraordinaire parce que il y a un moment dans votre livre, on arrive à projeter ses rêves et on arrive à montrer ses rêves aux autres. Alors, on pourrait dire que ça, c'est une technologie qui nous échappe encore. C'est le cinéma du futur, mais c'est pas si délirant que ça en a l'air. Non. Actuellement, vous êtes sûr? on s'est capté avec l'imagerie médicale. On peut voir des sortes des zones qui fonctionnent dans le cerveau et on peut le projeter pour avoir déjà une image. Mais c'est entrevoir des zones, enfin, on voit les zones d'activité, on voit ça à la télévision, quelquefois on voit ces zones rouges, vertes, etc., bleues de toutes les couleurs. Oui. Enfin bon, on voit pas de personnages. Non, mais par contre, il y a 2 équipes, une américaine et une japonaise, qui sont dans un programme dans lequel ils utilisent des grands dormeurs et ils leur demandent... Enfin, en fait, ils les réveillent chaque fois qu'ils voient qu'ils sont en phase de rêve. Ils leur demandent qu'est-ce qu'ils rêvent et ils associent le texte du rêve décrit avec l'image du cerveau. Et donc, du coup, ils obtiennent une sorte de dictionnaire. Quand cette zone du cerveau est allumée, la personne rêve d'une pomme. Quand cette zone du cerveau est allumée, la personne rêve qu'elle vole. Quand cette zone du cerveau est allumée, la personne rêve qu'elle est toute nue dans la rue. Et comme ça, ils comparent. Ils font sur, évidemment, beaucoup de rêves et beaucoup de personnes. Et ils comparent ça, ils arrivent à un dictionnaire scientifique, cette fois-ci, de l'association entre les zones du cerveau allumées et les thèmes de rêve.
Après la voiture, Google, donc Oui. le capteur, de rêve ou en tout cas la mise en scène, de rêve projetés en public. Il y a une phrase qui revient, souvent dans votre livre, c'est: «Celui qui n'a pas voulu quand il pouvait, ne pourra pas quand il voudra». Je trouve que c'est un vrai drame que nous avons tous. C'est est-ce qu'on a saisi l'occasion au moment où elle s'est présentée? Et mon héros, Jacqueline, il se retrouve en, enfin, en ayant l'information de la part de celui qu'il deviendra, dans la position de saisir les opportunités et de ne plus avoir peur. Ce qui nous empêche d'aller de l'avant, c'est la peur. Mais cette phrase, en effet, celui qui n'a pas voulu quand il pouvait, ne pourra pas quand il voudra, m'a l'air toute la dramaturgie de nous tous. C'est avons-nous saisi toutes les possibilités que nous offre cette vie ou est-ce que nous avons raté quelque chose d'important? Vous n'avez jamais eu peur, Bernard Werber? Je règle mes peurs par l'écriture et je règle mes rêves par le rêve lucide. Je crois en fait que je fais un beau métier parce que je m'apprends à moi-même à me reconnecter à l'enfant que j'étais et au vieillard que je veux devenir. Merci beaucoup Bernard Werber. Alors je rappelle le titre de votre nouveau livre vient juste de sortir et qui est déjà un énorme succès, qui a pour titre donc Le Sixième Sommeil aux éditions Albin Michel et qui est très différent je trouve des livres précédents, qui est un livre en même temps plus doux mais tout aussi fantastique que vos livres précédents. Merci beaucoup Bernard. Merci Philippe.